Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Mailloop dédié à l'empathie digitale. On va essayer de dérouler en une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, les enjeux associés à l'empathie, vous expliquer justement ce qu'il en est quand on parle de communication numérique et surtout en période de confinement. N'hésitez pas à utiliser le chat pour échanger. On vous mettra peut-être un ou deux sondages aussi pendant la session pour obtenir vos infos. Et puis quand je vous poserai des petites questions, pareil, le chat c'est idéal, ça permet d'avoir tout de suite vos impressions en temps réel. Donc enchanté, je suis Arthur Vincent, je suis le fondateur de Mailloop. On est une entreprise qui travaille sur l'amélioration des pratiques numériques. Donc bien sûr, un des gros sujets en ce moment, c'est l'usage de l'email, l'explosion de la réunionite et tous les impacts qui s'en suivent face au confinement que nous sommes en train de vivre. Alors, on aime bien le dire avec un peu de second degré, on vit dans un monde où, d'une certaine manière, si on n'a pas à 50 ans, on n'a pas 150 emails par jour, c'est qu'on a raté sa vie. Alors évidemment, c'est une situation un petit peu détournée, mais ça vous donne une petite idée du problème face auquel on est. Donc depuis qu'on est maintenant en plus à la maison 100% sur les outils numériques, ça pose une vraie question en fait sur le partage des émotions. Agenda rapidement. Alors, on a une nouvelle qui est importante. En fait, on a lancé une grande enquête sur les pratiques numériques en période de télétravail massif. L'idée, c'est d'essayer de se rendre compte un petit peu des flux de communication, des choses qui ont changé, l'impact que ça a sur votre vie, sur votre rythme et sur votre implication. On vous en partagera le lien à la fin. N'hésitez pas à répondre à cette enquête, puis à la partager avec vos équipes. Plus il y aura de réponses, plus on aura des stats intéressantes à partager avec vous. L'agenda qu'on se donne pour ce webinaire, rappeler rapidement les définitions de l'empathie, faire un petit exercice pratique pour démontrer pourquoi on s'intéresse à ce sujet-là, voir qu'est-ce qu'on a à y gagner dans cette histoire, travailler sur mieux connaître ses collaborateurs et puis vous donner en fait des leviers, des plans d'action très concrets qu'on peut implémenter au quotidien. On se garde un peu de temps à la fin pour faire des questions-réponses. Si vous avez envie de savoir comment Mailloop fonctionne, on pourra vous le montrer, mais ce n'est pas nécessairement l'objectif. Donc, gardez ensuite vos questions. Vous avez même un onglet questions, on peut les mettre et les garder pour la fin. Alors, on est revenu à la base, définition de l'empathie. Faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Je vais ressortir un petit dessin de Planchot qui, je trouve, résume assez bien la situation. Comment ça, vous avez une vie privée? C'est exactement ça la question d'empathie, c'est, comme on le dit de façon plus simple, c'est la capacité à se mettre dans les chaussures de son interlocuteur, à sa place, pour pouvoir imaginer ce qu'il ressent, ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, ce qu'il entend, et derrière être capable en fait d'avoir une réaction beaucoup plus adaptée dans nos méthodes de communication. Alors, pour démarrer, et pour que vous compreniez concrètement pourquoi l'empathie digitale, comme on l'appelle, c'est un enjeu clé, je vais vous poser des petites questions. Je vous propose de répondre très rapidement, oui ou non, dans le chat. OK? Alors, attention, top départ. Je suis gêné quand il n'y a pas bonjour dans un email. Allez-y, c'est parti. Et fais des stats un peu en live. OK, donc on est là sur 3/4 de gens qui sont effectivement gênés par ce problème-là. Ah, 2/3, petit équilibrage. Deuxième question, un email envoyé à 19 h, c'est tard. Oui ou non? Oui, non, non. Parfois, Sophie, taquine. Ça dépend à qui on s'adresse. Ok, 50-50, intéressant, plus des situations liées au contexte. J'envoie des emails au week-end, mais franchement, j'attends pas de réponse. Non, non, oui, non. Non. Plutôt non, 3/4 non, on va dire là dans les réponses. Et oui au prestataire. Il y a des gens un peu taquins. Ok. Quatrième question, je préfère l'écrit à l'oral. Ok. 50-50 environ de réponses entre écrit et oral. Bien sûr, c'est lié au contexte, mais c'est vos préférences. Ok. Quatrième, je préfère une réponse rapide quitte à avoir des fautes d'orthographe. Alors, est-ce que vous préférez la vitesse à la qualité? Oui, non, oui, non. Ok, majorité de non, mais quand même quelques oui. On peut voir que l'urgence, des fois, peut être plus importante. Si je reçois un email dont bosse le week-end, bah, je réponds. Allez, on peut même dire moyenne +2.
Mettons un peu plus de pression. Non, l'horreur. 4 oui quand même, ok. 5, 6 oui. Et quelques non. On va dire 2 tiers de non. Je fais le lien avec la question qui était 4 crans avant. Hein. J'envoie des emails le week-end, mais je n'attends pas de réponse. Vous voyez tout de suite le lien entre les deux. Hein. C'est que finalement, on est tous à un moment d'un côté ou de l'autre de la barrière. Dernier point, je reçois un email en copie. Moi, je considère que je ne suis pas obligé de le lire. Oui, non, non. Ok. Plutôt non. Donc, ok. Là, il y a plutôt un consensus là-dessus. L'objectif de ce questionnaire, c'était de vous faire réfléchir un petit peu sur les différentes thématiques. On a parlé d'horaire, de rythme, de canal, de mode de communication. En fait, on se rend compte que globalement, là, si on essayait à partir de tous les oui et non que vous avez mis sur le chat, de faire une synthèse et de voir s'il y a des motifs qui sont congruents, ben, on n'en trouverait pas un seul. En fait, on a tous des attentes différentes. Donc c'est pour ça en fait qu'on a besoin de se questionner un petit peu sur l'empathie digitale. C'est qu'on a tous des attentes différentes. On peut être aligné sur certains points, mais globalement, si on prenait une vingtaine de questions, on verrait qu'en fait personne n'a exactement les mêmes attentes en termes de communication. Et c'est ça l'enjeu clé. On parlera des délais une autre fois. C'est ça l'enjeu clé de la communication numérique. Alors, j'ai juste un petit. Ok. Alors, pourquoi l'empathie numérique? En gros, la statistique à retenir qui est assez fascinante, c'est quand on regarde tout ce qui est sur l'analyse de la communication, des échanges qu'on peut avoir au quotidien, ce qu'on avait avant le confinement. Toutes les stats et les études aboutissent aujourd'hui à ce partage-là. En gros, 55% de ce qui se dit, c'est du non-verbal, 38% du paraverbal, et ce qui passe dans les mots, ça n'est que 7% de la communication. Donc il faut imaginer qu'aujourd'hui, quand on est en télétravail massif, qu'on échange que par email, que par chat, que par Teams, que par Slack, voire en visio, mais en coupant le son, donc là on enlève aussi toute une partie derrière, on a en fait que 7% du contenu qui passe. Donc on peut imaginer que la bande passante de tout ce qu'on a envie de faire passer, elle est réduite, mais drastiquement. Donc c'est ça en fait un des gros enjeux, et c'est pour ça qu'on parle d'empathie numérique, c'est comment on fait pour éviter d'avoir si peu de choses qui se disent par ces canaux-là. Parce que derrière, en fait, ça va avoir différents impacts. Pour rappel, hein, je vous laisserai creuser si ça vous intéresse, mais donc la communication non verbale, ça va être tout ce qui va être dans les gestes, les postures, les expressions, le regard. Donc ça, c'est un enjeu important. D'ailleurs, je vous partage une bonne pratique que j'ai lue hier, de dire qu'en visio, c'est assez sympa de garder, même si ensuite on coupe l'image pour garder la bande passante, garder 1 à 2 minutes pour avoir l'image et se caler avec les gens est une bonne pratique. La proxémique, c'est la façon dont on va gérer l'espace en fait autour de nous, qu'on gère aussi de façon assez spontanée. L'iconologie, c'est tout ce qui renvoie à l'image qu'on va porter. Et la non-communication, c'est tous les comportements en fait qui ne sont pas les autres, mais qui ont un impact. Donc typiquement, un grand classique, c'est arriver en retard à une réunion. C'est une forme de communication. Vous envoyez un message en fait à l'ensemble des participants, mais qui n'appartient pas aux autres catégories. Donc c'est très profond en fait. Il y a beaucoup de dimensions de communication. Les conséquences que ça peut avoir. Derrière, donc si on n'a que 7% et qu'on n'a que le verbal quand on échange par mail ou par chat, on perd la perception des émotions. D'accord. Derrière, ça multiplie mécaniquement les incompréhensions. L'alignement n'est plus au niveau de ce qu'il était avant. Et derrière, c'est des irritants. C'est de la charge mentale associée, parce que quand vous avez une situation qui vous énerve, évidemment que ça cogite et que vous allez y réfléchir pendant toute une partie de des minutes, voire des dizaines de minutes qui viennent. C'est de la perte d'efficacité, et puis c'est la baisse de la qualité relationnelle. Donc, pourquoi c'est un sujet? Parce que derrière, il y a évidemment des conséquences sur l'efficacité et la qualité de nos relations. Alors, pourquoi on s'intéresse à l'empathie numérique? On va essayer de vous convaincre aussi. Il y a des choses à y gagner. J'ai repris un peu la pyramide de Maslow, mes versions adaptées au monde du travail. Alors, pour les plus pragmatiques d'entre vous, pourquoi on communique numériquement? Notre objectif, c'est quand même d'avoir la meilleure probabilité de voir ces demandes traitées, lues, gérées, répondues au choix. Et c'est ça le besoin de sécurité, c'est que vous puissiez avancer sur vos sujets sans être entravé. Donc, ce qu'on va voir, c'est que quand on fait preuve d'empathie, on va maximiser en fait la possibilité, le taux de réponse, le taux d'intérêt, le taux d'interaction avec nos interlocuteurs. Deuxième besoin qui peut
être intéressant à remplir. C'est le besoin d'appartenance. On a envie de respecter nos collègues, on ne sait pas trop comment faire, mais globalement, on a envie d'appartenir à une communauté qui prend soin les uns des autres. C'est effectivement un besoin qu'on peut combler par l'empathie numérique. Le besoin d'estime, quatrième niveau de la pyramide de Maslow, là, c'est l'enjeu de réciprocité. C'est je prends soin de toi, tu prendras soin de moi, j'aurai de la reconnaissance, de la symétrie dans les attentions, et derrière, ça me tirera vers le haut et j'aurai la sensation d'avoir eu une reconnaissance profonde de la part de mon entourage professionnel. Mais bien sûr, le dernier niveau, c'est la quête de sens. Je fais ça pour l'entreprise parce que je veux faire partie d'une structure bienveillante, une entreprise respectueuse des comportements de chacun. Et donc, c'est vraiment un engagement, un méta-engagement pour le bien du monde dans son ensemble et une vraie quête de sens personnel. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de dire que ça peut concerner tout le monde, cette approche-là. C'est pas uniquement vouloir être bienveillant, c'est pas uniquement avoir des idées qui peuvent paraître des fois un peu farfelues, c'est des choses très simples. C'est un moment, si on veut être efficace, ben ça marche. Un petit exemple pour les plus sceptiques d'entre vous sur les enjeux de. J'ai essayé de trouver des choses un peu similaires aux enjeux de l'empathie. En sécurité, il y a un sujet qui s'appelle la conduite défensive. La conduite défensive, c'est ce qui est enseigné quand on veut réduire au maximum l'accidentologie au volant. Dans mon ancienne entreprise, chez Lafarge, c'est un énorme sujet, les accidents de la route. Et donc, l'idée, c'est on vous forme, non pas à être dans votre bon droit, mais à anticiper l'erreur de l'autre pour adapter votre comportement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument passionnant parce que ça réduit drastiquement les accidents. Et l'idée n'est pas de dire, en gros, vous arrivez à un feu vert, si vous faites ces formations-là, vous avez un feu vert, vous êtes dans votre droit, vous pouvez rouler à 50 km/h en ville, techniquement. Mais la question, c'est est-ce que vous vous posez la question de une autre personne, peut-être, elle, à n'importe quel moment, n'aura pas vu le feu rouge, débarquera, un vélo croisera, etc. Vous pouvez imaginer en fait plein d'autres scénarios. Donc, la conduite défensive, c'est j'anticipe les erreurs des autres d'une certaine manière pour adapter mon comportement. Donc, un des premiers trucs, et moi qui m'avait marqué, c'est qu'un feu vert, en fait, on n'y passe jamais à 50 km/h. On réduit sa vitesse et on se met prêt à freiner parce qu'on est en train d'anticiper un comportement ou une réaction de quelqu'un d'autre qu'on n'aurait pas imaginé. C'est un sujet passionnant, je vous invite à creuser. Mais vous voyez, c'est vraiment des fois, ça s'applique dans des méthodes très concrètes. C'est la capacité à comprendre et à anticiper la réaction de nos collègues, des gens avec qui on interagit pour adapter notre comportement derrière. Alors, quelques astuces. Maintenant, vous êtes convaincus, où creuser pour mieux connaître vos pairs, vos collègues. Alors, vous allez voir, il y a une liste de questions un peu à la Prévert. C'est ça qui est intéressant, justement. Le premier enjeu, c'est justement d'essayer de se créer des espaces de parole. Je vous donnerai des pistes après, mais je vous ai listé quelques questions clés à aborder et à clarifier, en fait, avec votre réseau. Premier enjeu à comprendre, l'alignement et la compréhension des rythmes de travail et des horaires de travail de nos collègues. Question type, c'est quoi tes horaires les plus adaptés? Quand commencent et se terminent tes journées? À quel moment tu souhaites plus être dérangé? Voilà. Est-ce qu'on a clarifié ces sujets-là? Deuxième axe, le rapport au délai, à la ponctualité. Est-ce qu'on a clarifié concrètement c'est quoi un email urgent? Je donne un exemple qui était intéressant avec un de nos clients. On avait fait un atelier sur la gestion de l'urgence, la définition de l'urgence sur la communication numérique. Un email envoyé, ça allait de quelques minutes pour certaines personnes à 3 semaines de délai de réponse. Donc, vous imaginez en fait une organisation qui essaie de communiquer avec d'un côté des personnes qui attendent une réponse au bout de 10 minutes et de l'autre des gens qui se sentent harcelés parce qu'ils sont relancés alors qu'ils n'estiment pas avoir besoin de répondre avant 3 semaines. Vous imaginez l'escalade que ça peut générer. S'aligner sur les délais, la ponctualité et nos attentes. Il faut sortir de l'idée de savoir qui a raison ou pas. Hein. Là, on parle vraiment de comment je fais pour ne pas juste projeter mes attentes, mais plutôt pour écouter quelles sont celles des autres. Les rythmes, toujours. La capacité, en fait, à supporter des rythmes élevés ou la capacité à être très réactif. Est-ce que vous la connaissez chez vos collègues proches? Vous avez en gros 2 types de grandes catégories. Il y a les gens qui aiment bien jouer le rôle du sauveur, c'est-à-dire, en fait, vous leur envoyez un email à n'importe quelle heure, ils auront presque plaisir à y répondre tout de suite parce qu'ils vont vous aider. Et puis, il y a d'autres personnes que ça peut mettre dans une situation de stress importante parce qu'ils détestent prendre des décisions ou répondre sans avoir eu le temps de prendre de recul. 2 façons de penser différentes. Le but, encore une fois, n'est pas de vouloir mettre tout le monde sur le même schéma. C'est comment je comprends comment fonctionne mon collègue pour que derrière, j'organise mes demandes au mieux
et que ça réponde aussi à sa façon de fonctionner. Et ce que je connais bien, ses objectifs et ambitions. C'est quoi son projet qui tient plus à cœur? C'est quoi les qualités qu'il aimerait qu'on lui reconnaisse? C'est qui les gens qu'il a envie de convaincre dans son univers professionnel? Alors là, c'est des questions vraiment plus larges, mais ça peut aider aussi à comprendre les situations dans lesquelles il pourrait se sentir en fait acculé, gêné ou inconfortable. Si il a 2-3 personnes qu'il aimerait convaincre pour son job d'après et que vous lui envoyez un email en l'affichant royalement dessus, il ne faut pas s'imaginer que derrière, ça ait un bon impact. Évidemment que ça générera une explosion. Sujet très intéressant, est-ce que vous connaissez l'agenda et l'urgence de vos collègues? Et c'est encore plus intéressant en ce moment. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui n'est pas dans l'urgence par rapport à ces sujets. Bien sûr, alors on a deux situations qui se produisent. On a des métiers qui se retrouvent pour le coup d'un seul coup avec un vide absolu d'activité. Donc, je mets de côté ce sujet-là. Et d'autres qui se retrouvent pour le coup à devoir gérer paradoxalement tout un volet d'urgence en permanence. L'idée, c'est que c'est un bon point d'essayer de comprendre précisément en ce moment sur quel sujet chaud les collègues travaillent, qu'est-ce que ça implique, qui ils impliquent, de façon à ce que vous puissiez aussi pondérer votre urgence à vous. Okay, si vous discutez, on verra un cas concret après, mais c'est un échange important. Ophélie, vous avez mis une petite question. Savez-vous quand vos collègues sont le moins disponibles? Alors, réponse 1, pas du tout. 2, à peu près pour les plus proches. 3, parfaitement. Vous avez un calendrier partagé avec les horaires d'école, de repas de toute l'équipe et même des alertes biberons. Ok, grosse majorité de 2, un petit peu de 1. Donc, globalement, vous avez fait le point avec vos collègues pour essayer de vous aligner sur vos rythmes. Donc, c'est déjà une bonne pratique. Et même un 3 pour le N+1 de Sophie. Très intéressant. Donc, il s'est organisé un calendrier pour essayer de bien maîtriser les horaires. Super bonne pratique. Bravo. Alors, les alertes biberons, évidemment, c'est un petit clin d'œil, mais c'est un bon point. Équilibre pro et perso. Est-ce qu'on connaît bien les enjeux de chacun dans leur challenge d'équilibre? Déjà, il y a première question que je vous recommande, c'est est-ce que les gens ont envie de cloisonner ou pas? On n'a pas forcément envie d'aborder ces sujets. Ça, c'est absolument fondamental, c'est respecter aussi où chacun met sa barrière. Si les gens ont envie d'en parler, ils seront ravis de vous expliquer leur rythme, si ça se passe bien, quand ils ont un bébé, si les nuits sont trop dures, si à l'école, c'est compliqué, s'ils déménagent. Vous avez plein d'événements dans la vie. En fait, c'est important parce que ça va avoir un impact aussi sur votre réceptivité. Être au courant, ça va vous permettre d'adapter un petit peu le ton, la forme, les délais et finalement vos attentes vis-à-vis de cette personne-là. L'alignement culturel, c'est un point important. Si vous êtes dans des boîtes qui travaillent avec d'autres pays, j'ai pris des exemples très concrets. Hein. L'humour, typiquement, on n'a pas forcément les mêmes humours. Le second degré, ça marche pas dans tous les pays. La culture du feedback n'est pas du tout la même. On travaille beaucoup sur la culture du feedback chez Mailoop. Ça n'est pas la même en fonction des nationalités et des cultures, vraiment des cultures de pays. Est-ce qu'on est orienté fait ou est-ce qu'on aime bien le rédactionnel, etc., etc. Donc ça aussi, bien s'assurer en fait qu'on est sur le même terrain de jeu. Ça fera gagner. Les enjeux de forme, alors là, on va être sur des choses très terre à terre. C'est quoi le registre attendu, en fait, de vos interlocuteurs? Ça, c'est très clivant. Hein. Vous allez trouver des gens qui sont vraiment dans un registre très formel, et si vous en sortez, votre demande ne sera même pas lue, même pas traitée. Et à l'inverse, d'autres personnes sur lesquelles, en fait, ils ne se sentiront pas concernés par quelque chose de proche d'eux, ou de trop distant, ou de trop formel. Donc, l'air de rien, c'est des petites choses, mais très simples à comprendre, et qui vont avoir un impact. Le style, pareil, j'essaie de faire un peu des grandes familles, c'est toujours un peu manichéen, mais ça vous donne une idée. Vous avez la famille des bullet points, j'aime bien avoir un email avec les points qui sont clairement affichés. Et puis, vous avez aussi la famille de gens qui préfèrent un document rédigé, plutôt littéraire, qui va permettre d'avoir une vraie compréhension de l'analyse qui est faite derrière. Exemple concret, Jeff Bezos, on en parle beaucoup, la culture Amazon, il y a la phobie du style bullet point. Donc, il a imposé le rédactionnel littéraire. Après, moi, typiquement, ce que je vous dis, c'est que c'est un très bon exemple de un choix qui est fait par une personne pour son mode de fonctionnement à lui, qu'il décide d'imposer à l'ensemble d'une organisation, alors que objectivement, on peut très bien réussir à s'aligner et à faire l'effort d'être plutôt sur un style que sur un autre. Et c'est plutôt ça qui, en général, fait la richesse d'une organisation plutôt qu'un alignement sur un seul mode de communication. Le choix du canal, parlez-en. C'est quoi votre canal de communication préféré?
un grand classique. Il y a des gens qui détestent le téléphone, il y a des gens qui adorent le téléphone, il y a des gens qui détestent les mails, d'autres qui pensent que c'est la seule façon de garder une trace et c'est comme ça qu'ils s'organisent. Est-ce qu'il y a des outils qu'ils n'aiment pas? Si vous allez communiquer sur le réseau social d'entreprise avec quelqu'un qui ne supporte pas ça, ça ne va pas marcher. Donc, intéressez-vous aux canaux de communication préférés. Il y a un enjeu de culture managériale, bien sûr. Et je vous ai pris un exemple très concret. Être en copie des mails, c'est un acte assez anodin, mais derrière qui veut dire beaucoup de choses sur le mode de fonctionnement de votre manager. Il y a plusieurs façons de faire. Est-ce que la personne préfère être informée quand elle avance sur les sujets? Est-ce qu'elle préfère être briefée une fois de temps en temps? Essayer de comprendre en fait si elle a envie réellement de recevoir cette information. Après, si elle le veut, bah, tant mieux, tout se passera bien. Mais c'est quelqu'un qui déteste être en copie, avoir une boîte pleine, qui se retrouve informé de tout, ça va l'énerver. Et quelqu'un qui est plutôt micromanager, qui a envie de tout suivre, il va être extrêmement frustré de ne pas avoir accès à l'information. Donc voilà, faites-vous une petite table sur les gens clés, de savoir est-ce qu'ils ont envie d'avoir ces choses-là. Alors, petit questionnaire qu'on vous a mis. Typiquement, ouais, sur l'exemple, vous mettez votre manager en copie. Premier cas, au cas où, une réponse 1, 2, tout le temps, il faut qu'il voit que j'avance, il me micromanage. 3, rarement on est très autonome. 4, jamais, je ne sais même pas comment il s'appelle, car je ne comprends rien aux organisations matricielles tridimensionnelles. Bien sûr, la réponse 4 est une petite blague. Ok, plutôt autonomie ou plutôt micromanage? Ah, c'est intéressant, bah, c'est très... Il y a quand même une réponse 5. Donc, vous avez l'air de plutôt le savoir. Hein. On n'a pas de questions vides selon les sujets, évidemment. Mais c'est toujours selon les sujets, il est important. Mais en fait, vous allez voir, évidemment qu'à chaque fois, ça va dépendre du sujet. Ce qui est important, c'est quand même de comprendre dans les grandes tendances. Il y a 2-3 principes, à mon avis, que vous pouvez appliquer dans votre relation avec votre manager, avec votre collègue clé, et qui derrière pourront avoir un impact positif. Et bien sûr qu'il y a toujours des situations particulières qui nécessiteront un traitement dédié. 4e point, comment on fonctionne cognitivement. Et ça a plusieurs impacts. Quelle sensibilité on a à la notification? Nous ne sommes pas égaux face à ça. C'est pour ça que le droit à la déconnexion est un sujet si compliqué à traiter. De grandes familles, les gens préfèrent, pareil, soit couper complètement, revenir le lundi, dépiler toutes les infos. À l'inverse, vous avez aussi une famille de gens, nous, ce qui est intéressant, c'est à peu près 50-50 dans la population, qui sera beaucoup plus tranquille de traiter l'info en flux continu pour surtout ne pas avoir la pile du lundi matin. Personne n'a raison. Hein. C'est des modes de fonctionnement, des modes d'apprentissage. C'est comme ça que notre cerveau se sent libéré et peut vaquer sereinement à ses occupations et être impliqué dans sa vie personnelle. Donc finalement, voilà. Question très simple, hein, est-ce que les gens gardent leur notif pro le week-end? Est-ce qu'ils répondent? Est-ce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de répondre quand ils reçoivent une demande? Donc dans ce cas-là, on est un peu comme dans la conduite défensive. Est-ce que je ne vais pas anticiper ça et éviter de lui envoyer si je sais qu'il va répondre? Comprendre ce fonctionnement-là est clé. Autre enjeu qui est associé, nous n'avons pas besoin de la même forme d'information. Ça rejoint un peu le point sur les bullet points. J'appelle ça la bataille des outils. Je pense que vous l'avez vécu et vous la vivrez indéfiniment. J'espère que cette petite astuce pourra vous aider à y réfléchir. On ne se représente tous les informations, les choix, etc. On a tous besoin d'une représentation qui peut être différente pour avancer. Donc, ça crée la bataille de l'outil en ce moment. Vous avez des Trello, vous avez des Teams, vous avez plein d'outils d'aide à la productivité, d'aide à l'organisation. Et ça, même nous, dans notre petite équipe, hein, on est 5 personnes, on s'en est rendu compte. En fait, on a beaucoup bifurqué d'outil en outil, pensant que c'était mieux les to-do list pour avancer. Et puis non, en fait, c'était mieux les outils qui venaient du monde du développement, qui raisonnaient par problème à régler. Puis voilà. Et puis on tourne en rond et chacun est convaincu en fait de porter et d'avoir la bonne réponse. Pareil, fonctionnement empathique, vous prenez un peu de recul. En fait, on a juste une façon de se représenter les choses différentes. Et résultat, pour qu'on soit capable de décider, de suivre comment ça avance, on a besoin que ça s'adapte à notre besoin. Donc en fait, l'outil nous qu'on a choisi, dans ce cas-là, c'est un outil qui permet de présenter l'avancement d'un projet de 10 façons différentes. Et je trouve que c'est très intelligent. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez fin, d'être capable de dire, il y en a qui veulent voir des diagrammes de Gantt, il y en a qui veulent voir des images, il y en a qui veulent voir des codes couleurs, il y en a qui veulent voir des to-do list. Et finalement, le sujet n'est pas de se battre indéfiniment pour choisir le bon outil. C'est choisir un outil qui va permettre finalement à chacun de retrouver l'information dont il a besoin et sous la forme dont il a besoin pour être capable d'avancer. Et enfin, dernier point, dernière question, les enjeux de charge mentale personnelle et professionnelle.
Alors bien sûr, je vous ai pris un exemple d'un événement fort, comment se passe le retour congé paternité, comment on arrive à se connecter avec le boulot. En fait, il faut imaginer que notre cerveau il s'arrête pas à 9 heures quand on se connecte au boulot. Que ce soit d'ailleurs en télétravail ou dans la réalité, vous avez toujours des tâches de fond qui vont tourner. Donc, si vous savez mieux en fait le niveau de charge du processeur de vos collègues, bah derrière, vous pourrez adapter votre façon de communiquer. Trêve de théorie. Donc là, je vous ai mis plein de questions un petit peu à identifier que je vous invite à regarder. On va faire des petites études de cas et on terminera ensuite par des leviers d'action sur qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement demain pour changer. Alors, étude de cas concret. Passer de la projection à l'empathie. J'envoie un email à 23 heures. Je sais que c'est pas urgent, mais c'est ma façon de faire. C'est comme ça que je m'organise. C'est le seul moment où je suis dispo. Et puis, de toute façon, chacun doit savoir gérer cela. Donc, j'appuie sur envoyer. Ça, c'est un mode de fonctionnement par projection. C'est-à-dire que j'ai mes propres façons de trier l'information. Moi, ça ne me dérange pas un mail à 23 heures, je coupe mon téléphone. Donc, je l'envoie parce que tout le monde doit faire comme moi. Un mode empathique, bah, c'est je vais éviter d'envoyer un mail à 23 heures. C'est tant mieux, Corinne, de ne pas envoyer de mail à 23 heures. Je pense que c'est une bonne pratique. Mais n'oublions pas que voilà, il y a toujours des situations de crise. Si vous êtes sur le pont en phase de coronavirus dans les 2 premiers jours dans l'équipe IT et qu'il s'agissait de mettre en place tout le télétravail, je vous assure qu'il y a eu il y a des situations où on n'a pas forcément le choix. Donc après, remplacer 23 heures par 20 heures, par 19 heures, parce qui pour vous semble être un horaire un peu à la frontière du tôt et du tard, et c'est ce que je vous ai invité à faire au début dans les questions, c'est qu'on a tous une définition différente du tard. Envoyez-le demain. Il y a des outils pour retarder l'envoi. Il y a sûrement quelqu'un dans l'équipe qui n'aura pas la même perception. Ça vous coûte quoi finalement de le retarder? Rien du tout, donc autant le faire. Projection. Alors, il est possible que exactement, Lisette, il est possible de rédiger l'email à 23 heures et programmer pour un envoi automatique le lendemain. Exactement. C'est une très bonne chose. Et là, on est un peu dans la conduite défensive. Je sais que globalement, dans l'équipe, parce que je suis son manager, parce que je sais que c'est un collègue qui est plutôt hyper connecté, je sais que si je lui envoie le mail, en fait, il va générer une réponse. En fait, c'est intéressant, on a développé des outils qui permettent de couper les notifs pendant les week-ends et les soirées. Et on se rend compte que juste en enlevant les notifs, on fait baisser les discussions qui se passent en dehors des horaires de boulot. C'est monstrueux. Et exactement sur ce point-là, parce qu'en fait, on est tellement accroché à notre smartphone que on reçoit l'info, on la traite, puis finalement, on envoie la réponse pour se libérer l'esprit. Et le problème, c'est que quand vous avez 4 personnes dans une boucle de conversation qui fait la même chose, vous partez sur 20 minutes d'échange et d'occupation de votre cerveau sur un sujet de travail alors qu'il est 23 heures et que c'est pas forcément le meilleur moment pour s'en occuper. Donc, vous voyez, faut imaginer qu'on n'est pas seul, quoi, hein. Derrière, il y a une réaction, un humain qui va lui aussi avoir ses façons de réagir. Deuxième axe, je préfère aller à l'essentiel. Franchement, les formules de politesse, c'est des caractères en plus. Si on les enlève, on gagne du temps. Bon, ça c'est vraiment des verbatims qu'on a entendus dans nos enquêtes, hein. Le mode empathique, très classique, on l'a vu, c'était la première question que je vous ai posée. Quand même, on a 2 tiers ou 3 quarts des gens qui pensent que la politesse, c'est un élément clé. Bonjour, les formes, c'est quand même la base de nos échanges. Donc, est-ce que ça coûte si cher que ça si derrière, ça évite que la personne ferme l'email direct ou se mette dans un état d'esprit peu adapté? Non. Je vous recommande ce fonctionnement empathique. Un classique un peu tiré par les cheveux, parce que finalement, là, c'est de la projection, c'est déjà un peu de l'empathie quand on fait ça. Je vais régler le problème avec un tel une fois pour toutes en mettant son manager en copie. Il n'y a que comme ça qu'on avancera. Donc là, en fait, c'est de la fausse projection parce que vous l'avez probablement déjà vécu, soit en acteur, soit en destinataire. En fait, vous savez très bien quelle va être la perception de la personne en face. Impliquer sa hiérarchie, ça va la mettre dans une posture désagréable. Il n'a pas été informé ou elle n'a pas été informée avant. Donc bon, l'approche empathique, c'est parlez-en. Aucun conflit ne se résout par email. Je rejoins un autre webinaire qu'on avait fait. C'est vraiment un point de base. J'ai besoin d'une réponse du service juridique rapidement. On est en pleine crise voilà, on est en ce moment-là. Si on ne met pas la pression, de toute façon, ça n'avance pas. Donc, je vais la relancer 3 fois. OK, c'est une façon de faire. C'est une façon autoritaire. On va essayer de submerger l'interlocuteur. Puis, au bout d'un moment, on va remonter dans la pile et l'info va être traitée. C'est une technique. Le mode empathique, c'est de se dire, en fait, OK, la direction juridique, j'ai pu en discuter au café la dernière fois. En fait, on est en plein en train de racheter une boîte. Les dossiers qui sont à traiter, c'est priorité numéro 1. Donc, de toute façon, mon cas, face à ça, il va pas avancer. C'est quoi ma seule chance, en fait? C'est de faire preuve d'empathie en disant, si je lui facilite la vie,
Si finalement je limite à une mini question ou je donne un document où il n'a plus qu'à valider et que je le formule d'une façon justement un petit peu sympathique en prenant soin de mon interlocuteur, bah en fait je viens de multiplier par 5 la probabilité que le mail il le traite d'un coup plutôt qu'il soit mis dans une to-do list qui ne verra jamais le bout. Ok. Et enfin, dernier exemple, pour grimper les échelons, il faut savoir tenir. Moi, je suis passé par là. Tant pis s'il a 3 dossiers à faire pour demain, je lui envoie 3 mails. No pain, no gain. Belle phrase qu'on aime beaucoup, nous, dans la culture Mailoop. Bien sûr, c'est de l'ironie que j'utilise. Bon, ça, pareil, c'est un peu le malheur de la projection. C'est je suis passé par là, donc je vais imposer à mes collaborateurs de faire la même chose. Bon, le fonctionnement empathique, c'est en fait, est-ce que je connais juste mon interlocuteur? Ah tiens, en fait, il est travailleur handicapé et puis il est souvent fatigué. Il a accepté de le partager et d'informer l'équipe. J'en avais juste jamais pensé à lui demander. Ah, c'est des situations vécues, hein, je vous le dis. Hein, c'est très intéressant. Bon, je vais peut-être échelonner les demandes, ou même mieux, en fait, hein, quand on travaille avec des personnes en situation de handicap, la meilleure façon, c'est de leur demander comment ils se sentent en ce moment pour savoir si ils peuvent supporter ce gain de charge ou est-ce que ça risque de leur poser problème. Fonctionnement empathique, simple. Si la personne n'a pas envie de le partager, elle ne le partage pas, hein, bien sûr. Mais c'est évident que derrière, vous allez faire exploser en fait votre impact dans votre communication. Pour terminer, quelques pistes pour agir concrètement. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre que toute l'entreprise se transforme en gigantesque entreprise libérée et bienveillante pour que tout fonctionne. Ça, évidemment, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Ce qui est bien, c'est que beaucoup des actions concrètes que je vous propose, vous pouvez les appliquer à votre échelle personnelle ou à l'échelle juste de votre équipe. Et déjà, vu que ça représente en général un bon volume d'échanges en ce moment, ça peut être pratique. Comment on fait comprendre justement toute cette émotion? Il faut développer, premier pilier, une culture du feedback continu. Alors, je vais faire une micro-page pub, évidemment. Enfin, Mailoop, c'est notre sujet. Nous, on pense que ce feedback continu, il doit passer justement à chaque fois qu'on reçoit un email, on doit être capable de pouvoir faire des micro-feedbacks dans le contexte très rapidement, de façon à tout de suite exprimer l'incompréhension et que derrière, on progresse. Donc ça, c'est notre façon d'aborder le sujet. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a des enquêtes d'humeur, il y a la formalisation de temps dédiée au feedback, mais axé sur comment on communique entre nous. Donc, la culture du feedback continu, c'est la seule façon qui permet de vous faire remonter l'information et que vous puissiez derrière, justement, prendre conscience, aborder les questions dont on a parlé et finalement, petit à petit, mieux comprendre les modes de fonctionnement de vos interlocuteurs pour adapter votre communication. Deuxième sujet, organiser les temps de dialogue. La clé, bien sûr, c'est d'avoir des espaces de discussion formels et informels. Et j'insiste bien sur formel et informel. Hein. Les deux sont deux choses complètement complémentaires. À l'échelle individuelle, pareil, on a une très bonne nouvelle. Ça fait 3 ans qu'on fait des centaines et des centaines d'interviews sur les attentes des collaborateurs sur la communication numérique. 100% des gens sont ravis quand vous leur posez la question d'exprimer ce qu'ils attendent. Et je vous en mets un satisfait ou remboursé, même si ce webinaire est gratuit. C'est vraiment en fait quelque chose dont on ne parle pas. Donc ouvrez juste la porte de ce dialogue-là et vous verrez en fait les gens sont ravis de vous dire qu'ils ne supportent pas les fautes d'orthographe, ils détestent les emails à 23h, qu'ils veulent surtout pas être en copie. Ils ont déjà une idée très précise, comme vous avez en fait une idée très précise. Juste il n'y a jamais eu forcément de temps de formalisation. Donc créez ces temps de dialogue qui peuvent se faire autour de la machine à café de façon informelle ou de façon plus formelle dans des entretiens annuels ou autres. Collectivement, je vous invite, faites des temps d'alignement de communication. Vous avez une réunion d'équipe hebdo, mensuelle, peut-être en ce moment hebdo, je pense que c'est intéressant. On est en train de basculer sur plein d'outils. Est-ce que concrètement, c'est les bons outils qu'on utilise? Est-ce qu'on n'est pas en train de surutiliser le chat? Enfin voilà, mettez-vous d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent isolés dans l'histoire? Est-ce que concrètement, tout le monde arrive à suivre? Mettez des temps formels, cadrés, pour qu'on puisse parler de la perception de chacun et trouver justement un compromis de communication qui va faire que ça va fonctionner. Troisième axe, tout est dans votre poche. C'est le grand principe de réciprocité. Et ça, c'est assez puissant. C'est un des principes les plus intéressants de la psychologie. Si vous adaptez en fait votre posture, si vous vous intéressez aux gens, en fait, mécaniquement, la symétrique va se produire. Donc, je fais l'effort de m'intéresser à ton activité, à tes préoccupations. La réciproque viendra. Je fais l'effort de te comprendre, d'adapter mon mode de communication, de ne plus te déranger. Tu m'as dit que ça te gênait les mails en dehors des horaires. Et bien, la personne, elle fera la même chose. Et ça, c'est absolument magique. Comme je dis toujours, hein, vous faites ça pendant 2 mois, vous laissez agir. Vous faites ça, vous laissez agir pendant 2 mois et vous verrez tout de suite le résultat. Donc, pensez
principe de réciprocité. Soyez exemplaire demain et vous allez voir, ça agit de façon quasi miraculeuse. Alors, petite question de Marie. Comment passez-vous du feedback fait par chacun à une action sujet pour tous qui découle de ces feedbacks? Comment créer l'empathie générale face à un feedback individuel? Alors, effectivement, c'est un vaste sujet. Il y a deux choses, en fait. Ça va dépendre de la taille de l'équipe. Moi, il y a 2 points. Un, il faut se doter d'une culture de communication d'équipe qui va forcément être un compromis, d'accord, qui ne sera pas forcément adapté à 100% des gens, mais qui va correspondre au cours d'un brainstorming, d'une réunion d'équipe que vous allez dédier à ça, à votre ADN commun qui vous paraît être celui qui va être le plus efficace en termes de choix. On se met tous sur Teams parce qu'en fait, globalement, on pense que c'est ça le sens de l'histoire. Non, on est très formel, pas trop d'outils, on préfère l'email et on fait comme ça. Choisissez. Franchement, ça, c'est à vous de le faire. Donc, moi, je séparais. Le collectif, c'est comment on trouve une dimension un peu commune de communication. Le feedback individuel, c'est ce qui permet d'être un petit peu dans le sur-mesure. C'est comment je vais affiner, au-delà de notre culture d'entreprise ou culture d'équipe, comment je vais pouvoir affiner, moi, ma façon de communiquer avec un tel ou une telle, qui est quelqu'un avec qui je change très régulièrement et à qui je tiens beaucoup, parce qu'on est interdépendants dans notre activité. Donc derrière, je vais faire en plus l'effort de m'adapter un peu plus à cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? Un feedback individuel, c'est difficile d'en faire tout de suite quelque chose de collectif. Après, ce qui peut être intéressant, je donne l'exemple de Mailoop, c'est que nous, on fait des analyses en prenant tous les feedbacks qui sont exprimés par les collaborateurs au sein des équipes ou de l'entreprise, et ça vous donne quand même globalement des tendances. Vous vous rendez compte très rapidement si les problèmes, c'est des problèmes de forme, de fond, de canaux, de surconnexion. Les choses se disent et vous voyez très vite la culture d'entreprise émerger. C'est-à-dire que tout ce qui était invisible, d'un seul coup, devient visible une fois qu'on a ouvert un canal pour que ça puisse s'exprimer. Bon, j'espère que ça répond un petit peu à votre question. N'hésitez pas, après, on peut en discuter. Gros axe managérial, changer de posture. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce que je viens de vous dire, c'est pas adapté à tout le monde, se mettre dans cette posture-là, parce que derrière, en fait, on change, on passe d'un univers où c'est l'autorité, l'assertivité, le pouvoir, le masque de l'ego, le mythe du surhomme, toute cette insubmersibilité qu'on aime bien afficher dans le monde de l'entreprise, à un mode un peu différent, qui est finalement le questionnement. Je communique comme ça, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne façon, en fait. Est-ce que tu veux pas me guider un petit peu? Le doute, ou la curiosité, la fragilité. Moi, voilà, je supporte pas les mails à 23h, ça me dérange vraiment personnellement, je peux plus, etc. Donc c'est un changement vraiment très important dans le mode de fonctionnement. Donc évidemment, pour que le dialogue en termes d'action concrète puisse se démarrer, changer de posture, ça c'est clair. Petit tips, s'entraîner aux techniques de communication non violente. Vous connaissez la CNV? Alors, en gros, l'idée, c'est essayer, c'est très lié aussi à la culture du feedback. Pour avoir des relations en fait qui fonctionnent bien dans la façon de communiquer, on peut aussi l'appliquer à l'email. C'est assez intéressant. C'est plutôt que de se jeter à la gorge de quelqu'un pour lui dire ce qui nous énerve, ce qui marche assez peu. C'est toujours de suivre un cheminement, des constats, des faits, les émotions que ça me procure à moi, le besoin que j'exprime et la demande que je te fais pour que on puisse mieux fonctionner. Donc pour ça, je vous mettrai des ressources à creuser. Alors, on n'est pas obligé d'aller à l'extrême de la communication non violente, mais c'est des petits principes très simples qui permettent d'arriver. Emmanuel, le doute n'est pas toujours bien perçu par les équipes. Ce n'est pas toujours rassurant, je pense, et malheureusement. Alors, je challenge Emmanuel. Je pense que ça, c'est une question de culture du dirigeant ou du manager. Je peux que parler à mon échelle. Moi, je suis un dirigeant qui fait preuve de beaucoup de doutes et qui le partage avec tous les collègues. J'ai pas l'impression, ils pourront répondre sur le chat sans influence, que derrière, ils ont l'impression que on est en une situation de fragilité importante. Donc, le doute, ça veut pas forcément, c'est vraiment, c'est pas forcément une fragilité ou une faiblesse. Le doute, ça veut dire qu'on se pose des questions et qu'on a envie d'aller trouver d'autres façons d'arriver au problème ou de les enrichir d'avis externes. Donc, je questionne ce point-là. Voilà. Et dernier point, inventer la mémoire empathique. Alors, c'est un mot qui paraît un peu ambitieux, mais en fait, tout ce qu'on vient de dire, parce que c'est probablement une question qui viendrait spontanément. Ok, on vient de lister 30 questions. On bosse aujourd'hui dans des entreprises avec des organisations super complexes. On a un réseau d'influence qui est important. Comment mémoriser en fait tous ces rythmes, toutes ces attentes différentes? Effectivement, je pense que là, il y a un gisement, et c'est là où je pense que la techno et les services qu'on développe peuvent être pertinents.
c'est que autant pour les quelques collaborateurs proches à l'échelle de l'équipe, on peut le faire, autant adapter ça dans une boîte où on est 10 000, évidemment que c'est pas possible. On va pas réussir à mémoriser tout ça. Et c'est là que je pense que la technologie, on peut imaginer des outils, travailler sur comment on va aider en fait chacun à mieux comprendre les attentes des autres, comment on va le rendre visuel, comment on va lui offrir des canaux de communication, c'est ce qu'on fait avec Mailoop. Voilà, comment on va créer un peu cette mémoire empathique pour que le plus facilement possible et avec le moins de charge mentale possible, vous puissiez adapter votre comportement, même avec des personnes avec qui vous interagissez moins. Ce qui va être ça un petit peu la clé. Pour aller plus loin, je vous ai mis juste quelques ressources. Il y a un livre très intéressant sur la communication non violente qui s'appelle Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Une autre Bible, là, qui est vraiment plus organisationnelle, que vous devez connaître, c'est L'entreprise libérée de Frédéric Laloux, avec une super vidéo sur YouTube, pour ceux qui n'aiment pas lire, qui est en 1h40, vous ouvre les yeux sur des modes de fonctionnement différents. Vous pouvez nous contacter. J'ai mis l'adresse générique ou l'adresse perso si vous voulez avoir des interventions dédiées. Et puis, je vous ai mis le lien. Peut-être, Ophélie, tu peux le mettre dans le chat. Ce serait très sympa si vous participiez à l'enquête justement là-dessus et à le partager avec vos équipes. Si on arrive à avoir 200-300 réponses, on pourra vraiment avoir des résultats qui vont être très, très intéressants à creuser puisqu'on essaie de voir l'évolution de la communication, quels canaux sont utilisés, quelle est l'implication du management, quel rôle ça est en train d'avoir sur l'engagement. Voilà, on pense que cette période de confinement, elle va avoir un enjeu clé. Donc, si vous avez aimé ce webinaire, je vous invite à remplir cette petite enquête. Ça serait très sympa.